Notre caméra est témoin ce jour-là d'une scène qui se répète depuis plusieurs années. Nous sommes à Mugu, petite ville de Corée du Sud. Ces enfants viennent de la capitale, Séoul. Prenez vos sacs et alignez-vous dehors. Ils sont élèves de primaire et le temps d'un week-end, ils vont suivre un stage habituellement réservé à des soldats. Silence! Qui a parlé? Toi là-bas? Tu crois quoi? T'es venu ici pour t'amuser? Ils sont ici à la demande de leurs parents. Ce sont les enseignants qui ont imaginé ce séjour. Quant aux instructeurs, eux, ils sont tous d'anciens du corps des Marines de l'armée coréenne. Le but du stage, pousser ces élèves à aller au-delà de leurs limites. Distribution des uniformes et découverte des baraquements là où ils vont séjourner 3 jours et 3 nuits. Toute communication avec l'extérieur est interdite. Ça me saoule d'être là. On va apprendre à être des leaders. Comment je vais faire? C'est beaucoup trop grand pour moi tout ça. Les élèves d'aujourd'hui sont faibles. Ils ont un mental fragile. Et c'est pour ça que les professeurs font ces séjours dans nos camps. En Corée, ces stages étaient d'ordinaire réservés aux entreprises pour remotiver leurs cadres. La formule a gagné bon nombre d'écoles. Celles-ci veulent des élèves compétitifs. Même s'il y a un tremblement de terre ou une explosion, je ne veux pas voir un seul d'entre vous bouger. Ils vont rester enfermés dans le gymnase du camp jusque tard dans la nuit pour apprendre les rudiments du garde-à-vous et enchaîner les exercices physiques. Chaque élève est invité à la tribune et promet de bien travailler à l'école pour le plus grand bonheur de ses parents. Je regarde trop la télévision et je joue trop à l'ordinateur. Je respecte mon père et ma mère et je suis désolé pour eux. Je sais qu'ils se font du souci. Je promets de les écouter maintenant et de bien travailler. Selon les études, les élèves sud-coréens sont aujourd'hui classés parmi les meilleurs au monde. Et cette réussite, le gouvernement en est très fier. Aujourd'hui, des dizaines de milliers d'écoliers sont éduqués dans le culte du dépassement de soi. Mais comment le vivent-ils? Arrête de pleurer. Tes camarades te félicitent pour ton courage. Enquête dans un pays devenu malade de son éducation. À l'heure où la plupart des enfants sont dans leur lit, les lumières de cette salle de classe sont encore allumées. Il est presque 22 heures dans ce lycée de Séoul. Une cinquantaine d'élèves planchent encore. Ils ne préparent pas un examen, mais comme tous les soirs, ils révisent leurs leçons. Na-young, 17 ans, est en première. Elle a connu le stage militaire de Mugu elle aussi, comme beaucoup de ses camarades. C'était l'année dernière lorsqu'elle a intégré ce lycée, pour la préparer physiquement à ses journées marathon, et surtout à l'épreuve la plus importante de sa vie, l'examen d'entrée à l'université. On a beaucoup de travail en mathématiques. Au moins 3 heures de devoirs par jour. Mais si on veut suivre les programmes scolaires, il faut qu'on travaille beaucoup plus que ça. Si je ne fais pas ça maintenant, je prendrai du retard. Et je devrais faire ce travail le lendemain matin. Donc, on doit être là tous les soirs. Et de toute façon, si on ne faisait pas ces devoirs, les professeurs nous donneraient une punition.
Ce système d'études après la journée de classe est imposé dans la majorité des écoles publiques, dès 18h jusqu'à 22h30. Il n'y a pas de professeur, pas de surveillant non plus. Chaque élève se gère tout seul. Parmi les camarades de Nagyang, nombreuses sont celles qui, épuisées, ont déjà sombré dans le sommeil. Leur journée a commencé il y a 14 heures. Pendant ce temps-là, la petite sœur de Nagyang termine ses devoirs à la maison. Migyong a 10 ans, elle est en classe de CM1 et pour elle, jusqu'à 22 heures, les devoirs sont obligatoires. Est-ce que tu sais pourquoi tu travailles autant? Oui, ma maman me dit que c'est pour que j'ai un meilleur avenir. Et je suis d'accord avec elle. Extinction des feux, Migyong a fini ses devoirs, enfin presque. Car pour sa mère, toutes les minutes passées doivent être mises à profit pour apprendre, encore et toujours. Elle s'endormira ce soir-là bercée par un cours d'histoire sur la découverte de l'Amérique, en anglais. Salem Village, 1692. What happened in Salem Village might be hard to believe today. Nagyang est une des premières à quitter l'école. Il est 23 heures, mais sa journée est loin d'être terminée. Sa mère est venue la récupérer comme tous les soirs pour l'amener à l'autre bout de la ville, suivre un dernier cours, un cours privé. Il y a beaucoup de circulation, c'est comme ça tous les soirs après 22 heures. Toutes les mères viennent récupérer leur enfant. Nagyang est inscrite à 4 cours particuliers qu'elle suit chaque semaine, en plus de l'école. Les cours privés sont efficaces, parce que l'école publique a ses lacunes. Les professeurs ne sont pas toujours disponibles, vu le nombre d'élèves. Là où je l'amène, les élèves peuvent participer, poser des questions et progresser. À tout à l'heure, travaille bien. Nagyang a rendez-vous ce soir chez Monsieur Baum, son professeur de mathématiques appliquées. Le cours se passe chez lui, dans son petit appartement, dans lequel il a aménagé une salle de classe. 4 autres élèves arrivent ce soir-là. Il est 23 heures passées. On va travailler ce problème-là. Prenez chacun une copie. Ce soir, chaque élève débourse 100 € pour suivre la leçon de cet ancien professeur de lycée. Il a ouvert ce que l'on appelle en Corée un hagwon, un cours particulier de soutien pour que les enfants obtiennent de meilleurs résultats scolaires. Toutes les mères de famille veulent des bonnes notes, et moi c'est mon objectif. C'est ce que je garantis pour chaque enfant. C'est en s'imposant cette ambition que ces cours ont une utilité. Et pour cela, je trouve justifié que les enfants travaillent si tard dans la nuit. Sa mère va l'attendre dans un café proche en compagnie de son mari. Lui est cadre commercial et revient tout juste du travail. Les horaires qu'ils imposent à leurs 2 filles, ils l'assument et affirment qu'ils n'ont pas d'autre choix. Parfois, j'ai vraiment de la peine pour elle. Mais il faut que l'on passe par là. Oui, notre société est très particulière parce que très compétitive. En tant que parents, on veut qu'elles aient un avenir. Et pour les préparer, il faut qu'elles s'y mettent dès maintenant. Nous, les mères coréennes, on dit que nos enfants intégreront une bonne université s'ils dorment 5 heures par nuit. Au-delà, c'est pas possible. Il m'arrive de demander à la grande d'arrêter de travailler et de venir dormir. Mais si elle m'écoute et qu'elle dort, alors je suis désemparée. Je me dis, mais pourquoi elle dort alors qu'elle pourrait étudier? Et là, je passe de la pitié à la colère. Nagyang? Tu es sorti de ton cours? Très bien. Ben, on arrive. À tout de suite. Retour à la maison avec Nagyang. Il est un peu plus d'1 heure. Elle s'était levée à 6 heures du matin. Sa journée aura duré 19 heures. Aujourd'hui, cours particuliers et instituts privés font partie du quotidien de Nagyang et de tous les écoliers sud-coréens. Il démarre une nouvelle journée de cours en plein après-midi. Dès 15 heures dans les rues de la ville, un balai de bus aux couleurs de ces hagwon. Ils organisent eux-mêmes le ramassage de leurs élèves pour les conduire directement dans leurs locaux. Rien qu'à Séoul, il en existe plus de 25 000.
L'un des plus importants nous a ouvert ses portes spécialisées dans l'enseignement de l'anglais, DYB Do Your Best. Et voici son jeune directeur, M. Song. Il est aujourd'hui à la tête d'un empire, construit ces 20 dernières années. Vous avez combien de centres aujourd'hui? J'ai 16 antennes dans tout le pays et je dois en ouvrir 2 autres cette année. Suivez-moi. Monsieur Song aime entretenir sa propre légende, lui-même un ancien professeur d'anglais. Il a commencé face à 4 élèves seulement. Aujourd'hui, 20 000 enfants sont inscrits dans son Hagwon. Il dégage chaque année un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros. Son succès est bâti sur ses classes avec un petit effectif. Les cours favorisent participation et échange. Quant aux professeurs, il les choisit lui-même sans exception. Jeunes, dynamiques et anglo-saxons de préférence. Son institut est géré comme une entreprise. Une part du salaire des enseignants est indexée sur le nombre d'élèves inscrits chaque année. Bonjour. Vous venez d'où? Afrique du Sud. Canada. Vous ne cherchez pas à recruter des professeurs qui ont une expérience dans l'enseignement public. Eux veulent venir ici. Mais moi, je n'en veux pas parce qu'ils ont un état d'esprit différent. Ici, on consacre beaucoup plus de temps aux enfants qu'à l'école publique. Eux, ils ne font rien. Ils leur font juste passer le temps. Je ne sais pas pourquoi. Ils se sentent protégés par le gouvernement. Ici, personne ne nous protège. Si nos clients, si les parents ne sont pas satisfaits, on ne survit pas. Les familles déboursent en moyenne 500 € par mois et par enfant pour suivre les enseignements. À l'origine de simples cours de rattrapage devenus au fil des ans des cours à part entière. DYB est aujourd'hui une école parallèle. Les parents et les professeurs en sont convaincus. Et les élèves aussi. À l'école, on n'entend jamais quand les professeurs disent des choses importantes. En France, les écoliers n'apprennent rien d'autre que ce qu'ils apprennent à l'école? Non. Vraiment? Ça te surprend? Qu'est-ce qui te surprend? En Corée, beaucoup d'enfants vont dans les instituts et n'ont pas le temps de jouer. Et vous dites qu'en France, ils n'apprennent pas dans les instituts. Alors, ils apprennent pas grand-chose et ils peuvent jouer beaucoup plus que nous. Et rien. tu trouves ça mieux ou pas? Non. Pourquoi? Parce que je pense qu'apprendre, c'est mieux que jouer. Apprendre, à tout moment, toujours plus et à toute heure. Ces instituts privés n'ont pas le statut d'école, ils ne délivrent pas de diplôme. Mais dans l'esprit des parents, c'est comme une deuxième scolarité obligatoire. Les jeunes Sud-Coréens détiennent aujourd'hui un record mondial. 15 heures en moyenne de travail par jour. Nagyong. Nagyong, c'est l'heure. Nagyong est la première que sa mère réveille le matin. Elle a dormi 5 heures. Allez, lève-toi, même si c'est dur. Va te mettre sur le canapé. Son école se trouve dans le quartier à 15 minutes de la maison. Début des cours à 8h moins le quart jusqu'à 17h l'après-midi. Depuis qu'elle est entrée au lycée, Nagyong n'est jamais partie en vacances, même pendant l'été, où elle en profite pour réviser ses cours. Le concours d'entrée à l'université approche et les examens se multiplient, tous sont régulièrement notés et classés les uns par rapport aux autres. Jusqu'ici, tout va bien pour Nagyong avec 16 sur 20 de moyenne générale. Elle est l'une des meilleures élèves du cours. Il y a une grosse pression sur mon avenir. Je pense que ça m'empêche de vivre pleinement mon adolescence. Dans notre pays, on nous rabâche tout le temps qu'on n'aura pas de travail si on n'intègre pas une bonne université. On sera au chômage et notre avenir sera bouché. Et donc je pense que travailler, c'est notre destin. D'où vient cette pression dont vous parliez tout à l'heure? De vous? De vos professeurs? De vos parents?
De la société? C'est moi qui me mets la pression. Vous êtes inquiète? Oui, je suis vraiment inquiète. C'est trop difficile pour moi d'imaginer devoir affronter la dure vie qui m'attend sans étudier avant. 16h, fin des cours pour Mi-kyung qui est encore bien loin de partager les préoccupations de sa grande sœur. Pourtant, son emploi du temps de la semaine est déjà bien rempli. Allez, dépêche-toi, on n'a pas le temps. En plus des cours à l'école publique, sa mère l'a inscrit cette année à 4 cours privés. Que pensez-vous des parents qui se pressent vers les cours privés sitôt vos cours terminés? Ça me blesse, bien sûr, c'est vexant. Mais dans les hagwon, ils ne font que gaver les enfants de connaissances. À l'école, entre le professeur et l'élève, il existe la notion de relations humaines, et ça, c'est déterminant pour leur avenir. Ici, ils apprennent à se comporter en société, à construire des rapports les uns aux autres, au lieu d'être dans la compétition. Et puis, j'ai de la pitié aussi pour les enfants qui subissent ça, alors qu'ils auraient besoin de se dépenser et s'amuser. Les récréations à l'école offrent les rares moments de détente pour les deux sœurs. Leur mère gère leur emploi du temps d'une main de maître et tient les comptes. Piano, calligraphie, mathématiques, littérature coréenne. Cette éducation parallèle lui revient à 3 500 € chaque mois. Et pour payer ses cours privés, elle a dû trouver un travail. Elle donne elle-même des cours privés. Bonjour. Entre et installe-toi. Elle a donc réquisitionné une pièce de leur modeste appartement. Dans cette salle de classe improvisée, elle enseigne tous les après-midi les maths aux enfants de l'immeuble. C'est la plus grande part de nos dépenses. 1/3 de notre budget familial. Mais vous savez, c'est pareil pour toutes les familles coréennes. Certaines dépensent même plus, mais en pourcentage, l'éducation reste la plus grosse dépense. Jusqu'à combien peut coûter un cours? Pour une seule matière, ça peut monter jusqu'à 1 000 €. Un sacrifice financier pour les parents, et pour ces filles, peut-être, le sacrifice de leur enfance. Dans leur chambre, des livres scolaires et des emplois du temps au mur, rien d'autre. Comment ce système privé a-t-il pu se généraliser en moins de 30 ans? La réponse tient en un chiffre. Il y a 70 ans, 7 Coréens sur 10 ne savaient ni lire ni écrire. Aujourd'hui, ce taux d'illettrisme est quasi nul et 80% des élèves intègrent l'université, un record mondial. La Corée, c'est l'histoire d'un pays pauvre devenu en moins de 50 ans la 13e puissance mondiale. L'éducation est l'une des clés de ce succès. Pendant 10 ans, Sang Hong-bae a été le conseiller du président dans ce domaine. Difficile, dit-il, de réformer un modèle qui marche et qui fait ses preuves année après année. Aujourd'hui, toutes les études placent les élèves coréens parmi les meilleurs au monde. Math, number 3. 3e en maths, 2e en lecture, 4e en sciences. Et on est premier pour résoudre les problèmes mathématiques. Pour limiter la sélection par l'argent, les autorités ont tenté de freiner le développement des hagwon, mais elles ont dû céder face à la pression des parents. Le succès de l'enfant est celui de toute la famille, et c'est l'héritage de l'histoire de la Corée. Et vous pouvez aller contre ça? Contre cette volonté des parents qui veulent le succès de leur enfant? Non, c'est impossible. Ce pays ne peut pas aller à l'encontre de cet appétit de succès. C'est un enjeu familial. Comment voulez-vous mettre un terme à cette avidité des parents en matière d'éducation? Aujourd'hui, des voix s'élèvent. Ce système mettrait en danger les élèves les plus fragiles. L'hôpital Yonsei de Séoul traite près de 1000 patients chaque mois.
Le chiffre a explosé ces 10 dernières années. Les adolescents vivent de plus en plus mal leur scolarité. Dépression, stress, troubles du sommeil sont les cas les plus fréquents. Nous avons pu rencontrer une jeune lycéenne de 17 ans qui ne va plus à l'école depuis un mois. À plusieurs reprises, elle a dû être admise en urgence pour des surdosages de médicaments, des tendances suicidaires. Elle témoigne anonymement et raconte ce qu'elle qualifie d'enfer. Ce système scolaire nous transforme en simples poupées, des poupées qu'on manipule. Ils nous fabriquent tous de la même manière, comme si on sortait d'une usine. Je m'étais dit que j'en sortirais pour faire autre chose, pour trouver ma voie. À partir du moment où j'en ai parlé, j'ai été complètement isolée, de mes amis et de mes parents. Ils ne voulaient pas m'écouter et portaient sur moi un regard accusateur. Les parents de cette patiente refusent de l'entendre et veulent qu'elle retourne en classe dès que possible. Que vont devenir des adolescentes comme elle? Pour ces élèves-là, c'est impossible de s'intégrer parmi leurs camarades de classe. C'est impossible pour eux de survivre dans ce système scolaire. Au final, soit ils abandonnent, travaillent par eux-mêmes et finissent par s'en sortir. Dans le cas contraire, s'ils restent, ils deviennent fous. En 2009, selon les chiffres du gouvernement, 202 élèves de primaire, collège et université se sont donné la mort. 2 fois plus que l'année précédente. Quelques jours plus tard, nous avons retrouvé Nagyang dans un restaurant du centre-ville. Moment rare, toute la famille est réunie autour de la table. C'est aussi un grand soir pour Nagyang. Après le dîner, ses parents l'ont autorisé à rejoindre ses amis jusqu'à 22 h. Si on ne sort pas le week-end, comme maintenant, on ne se parle pratiquement jamais. Allez maman, moi aussi je veux du temps libre. Je veux sortir. Tu nous raconteras ta soirée. Je suis curieuse de savoir. C'est dans le quartier de Hondae, rendez-vous de toute la jeunesse branchée de Séoul, que Nagyang retrouve ses amis. Ses parents lui autorisent en moyenne une sortie par mois. Et ce soir, soirée karaoké, une passion nationale pour tous les jeunes de son âge. Une parenthèse d'insouciance, la souffrance de ces adolescents a longtemps été ignorée en Corée. Elles en parlent rarement avec leurs parents. Le sujet est encore tabou. Est-ce que vous avez un petit ami? Non, mais j'aimerais en avoir un. Mais c'est pas possible. Je pense qu'on inspire pitié. En Occident, vous avez plusieurs vies possibles, alors que la nôtre est réduite au travail et aux examens. Même quand on s'amuse, on n'arrive pas à oublier notre stress. En fait, on vit dans un stress permanent et on ne peut rien y faire. C'est l'environnement dans lequel on vit qui veut ça. Ça me donne envie de pleurer. C'est souvent ce que je fais. Je m'enferme dans ma chambre et je pleure jusqu'à ce que ça me calme. Après, j'appelle mes amis. Moi aussi, je suis souvent seule pour pleurer. J'appelle mes amis, sinon c'est trop dur. Ensuite, on pleure tous ensemble. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu plus supportable. Elles ont la fragilité de leur âge et une détermination hors du commun. Mais ont-elles vraiment le choix? Elles se rêvent un futur, mais une fois leur diplôme en poche. À 10 ans, Mingyong joue encore les impertinentes. Sa mère l'imagine en médecin. Elle nous a confié son rêve en secret. Elle veut devenir écrivain.
Sa grande sœur, elle tient bon. Elle sait pourquoi elle a fait tout ce chemin. Elle veut être ingénieure aéronautique, construire des fusées pour voler de ses propres ailes. Je veux qu'on me fasse confiance et qu'on arrête de contrôler mon travail. Je suis courageuse et je vais y arriver. Son parcours participera à l'envolée des statistiques de la réussite scolaire. La fierté de la Corée du Sud, son étendard. C'est la fin de cette émission. Merci d'être resté en notre compagnie tout au long de cette soirée dans ce nouveau décor. On reste en contact sur france2.fr et les réseaux sociaux. Et on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux reportages inédits. Et puis n'oubliez pas, rendez-vous samedi à 14h pour la suite d'un reportage sur les CEF, les centres d'éducation fermés, qui accueillent de jeunes délinquants en leur évitant la case prison. Bilan, 8 ans plus tard, est-ce qu'ils ont fait leurs preuves? Sur notre chaîne maintenant, c'est Complément d'enquête. Bonsoir, c'est à vous Benoît. Merci Guylaine, merci Françoise, bonsoir à vous et merci d'être avec nous pour cette soirée d'infos qui continue sur France 2 avec un document dans Complément d'enquête, un document sur ces toutes premières primaires socialistes. Vous avez été très nombreux à vous passionner pour ces débats, pour ce scrutin, pour cet exercice très nouveau qui consiste à désigner le meilleur candidat possible face à Nicolas Sarkozy. Ils sont 6 à abriguer ce fauteuil, vous le savez, nous les avons suivis, ou en tout cas 5 d'entre eux, les 5 du PS, nous les avons suivis depuis le tout premier débat jusqu'à aujourd'hui pour essayer de mieux les comprendre, de mieux cerner leur personnalité avant éventuellement de choisir si vous participez à ce vote de dimanche. Pour parler de tout ça, pour parler à la fois d'eux et bien sûr du scrutin, eh bien nous serons ici dans cette gigantesque halle Fraissinet puisque c'est ici qu'aura lieu la grande convention d'investiture du PS. Ce sera le 22 octobre prochain. Nous recevrons Roland Quérol, le politologue, Ségolène Royal, c'est, si je puis dire, la sortante puisque c'est elle qui avait gagné les premières primaires socialistes il y a 5 ans. Et puis Jacques Séguéla, le publicitaire 2012, qui, pour battre Sarkozy, c'est donc le thème de ce 172e numéro de Complément d'enquête. À 2 semaines des primaires, Manuel Valls est attendu pour un déplacement officiel. Ça y est, vous avez récupéré tout votre matériel là? Oui. Une escorte digne d'un convoi présidentiel. Un truc comme ça. Ça va, vous allez bien? Bonjour à tous. Pour un voyage en petit train. Bien couvert. Ça va. Ah ben vous là, vous avez le meilleur là, hein, vous êtes protégés. Comme chaque année à Évry, monsieur le maire accueille les nouveaux habitants pour une visite guidée de la ville. Sourire décontracté. Ici, Manuel Valls est sur ses terres et avec cette primaire, l'élu de banlieue a pris de l'épaisseur. Donc ce parc qui est derrière les immeubles que nous voyons. Les rues sécurisées d'Évry, c'est sa fierté en tant que candidat. Et quand on le titille sur son manque d'expérience, la réponse fuse, surprenante. On pourrait dire ça à Tony Blair, à Barack Obama, à Cameron, à Aznar, à Zapatero, à Schroeder. Ils ont tous été élus sans avoir été ministres avant. À 49 ans, l'ancien conseiller de Jospin a montré qu'il n'avait peur de rien. En 2009, celui que l'on classe à la droite du PS ose l'impensable, critiquer les 35 heures. De cet épisode, il a gardé quelques souvenirs qu'il expose comme des trophées. La une de Libération, quand Martine Aubry m'a envoyé un courrier un 14 juillet il y a 2 ans pour me dire tais-toi ou pars, j'ai répondu je reste et je continue de parler. Et au lieu de rentrer dans le rang, il en profite pour s'émanciper. Il y a une part d'ego. L'ego, c'est quelque chose de profondément intime à chaque être humain, mais il faut avoir une force en soi-même pour y aller, pour prendre des coups, pour aller convaincre, pour aller d'une certaine manière violer l'intimité des gens qu'on croise, des gens à qui on s'adresse à travers la télévision. Donc il faut avoir une sacrée ambition et puis pas trop de complexe. Une confiance en lui sans limite, mais à 15 jours du premier tour, il est au plus bas dans les sondages.
Visite de courtoisie à la section PS de Villabé, une commune voisine. Ici, tout le monde a voté pour Valls aux législatives. Mais pour battre Sarkozy en 2012, le candidat manquerait encore de carrure. Ça se construit, un personnage politique. On ne devient pas quelqu'un de très important en quelques jours. Il n'est pas encore prêt pour 2012 ? Je pense qu'il y en a qui sont plus près que lui. Nous, on est dans son secteur, on va dire, donc on le connaît bien. Mais en France, partout, c'est pas encore quelqu'un de très médiatisé. Donc pour l'instant, il se fait connaître. Pour être prêt pour 2017, probablement. Autant être efficace. On a perdu en 2002. Moi, je me souviens avoir voté Jospin. Et donc là, vous avez voté pour qui ? Mais je ne sais pas encore, mais ça sera sûrement Hollande, oui. Pour être efficace et pour être utile. Donc ça sert à rien de voter Manuel Valls pour ces primaires-là ? Non, ça sert à rien. Ils sont 6 et s'affrontent dans un combat jamais vu en France. L'enjeu, élire celui qui défiera la droite dans 6 mois. En tête de la course, 3 ténors du PS, Hollande, Aubry et Royal. Sur leurs talons, Valls et Montebourg, prêts à en découdre avec la génération Mitterrand. Sans oublier l'invité de dernière minute, le radical Jean-Michel Baillet. Pendant un mois, nous avons suivi les socialistes en campagne. Stand up, don't give up the fight. Dans le rythme effréné des déplacements et la ferveur des meetings. Quand le peuple aura parlé, tout le monde sera rassemblé. Comment se préparent-ils? Quelles sont leurs armes? Comment s'affronter sans diviser? Celui qui n'a qu'un pas à faire pour être à l'UMP, c'est Manuel Valls. Vous arrêtez pas de me demander si ça va pas. Ça va très bien. Entre débats et coups bas, bienvenue dans les coulisses des primaires. Le seul critère, c'est qui peut gagner? Il y a 3 semaines, à Paris, mairie du 13e arrondissement. Le soir du premier débat des primaires citoyennes. Dans la salle, peu d'indécis. Des militants concentrés partagés entre Hollande et Aubry. Beaucoup se moquent de Royal. Vous qui êtes inquiets, pour vous ou pour vos enfants, vous qui avez perdu et qui avez peur. Dans le public, au premier rang, tout sourire, un orphelin. Jean-Marie Le Guen a perdu son mentor, Dominique Strauss-Kahn. Ils sont 6 candidats. Est-ce que pour Jean-Marie Le Guen, il n'y a pas un grand absent là? Si, bien sûr. En même temps qu'il faut avancer, mais bien sûr, c'est quelque chose que j'ai ressenti à plusieurs reprises. Et c'est sûr que sur la crise, on voit bien que j'imagine qu'il y aurait eu peut-être une pédagogie encore plus forte. Il y a encore 5 mois, l'homme n'imaginait pas ces primaires si disputées. Son champion devait tout emporter. C'est bien, non? Ouais. Franchement, ils ont réussi leur coup parce que il y a eu un vrai débat et en même temps, je pense qu'il n'y a pas eu d'affrontement. On en sort, je crois, d'un bon niveau. Hein. Mais Le Guen reste méfiant, car ces primaires pourraient vite devenir délicates pour le PS et nocives pour le futur candidat. Le danger serait de tout dévoiler avant d'affronter la droite. Un des risques de la primaire, ça serait faire une espèce de campagne intense où on déstocke en quelque sorte tous ces arguments et toutes ces propositions et où en plus ces mêmes arguments et ces mêmes propositions sont critiqués. Alors évidemment, si c'est un autre socialiste qui critique les arguments d'un socialiste, c'est évidemment toujours ce qu'il y a de plus destructeur. Dans les rues de Paris, le député à la cote. Bonjour. Un regard magnifique. Oh, écoutez, c'est ma soirée. Hein. La gauche redevient à la mode, le PS désirable. Vous avez voté aux primaires socialistes? Oui, bien sûr. Le Guen rejoint ses nouveaux amis, ceux de François.